C4D TV, votre chaîne pour le changement social et de comportement. C4D TV, votre chaîne pour le changement social et de comportement. Président du mouvement pour la transformation nationale, professeur de Marie-Théonia, docteur Pablo Sadio, socio-anthropologue, enseignant-chercheur, M. Boubacar Barré, directeur exécutif du cabinet Conter, chargé de cours à Lucien, M. Bakary Gadé, chef d'hôtel du campus de Café. Honorables invités, mes chers frères et sœurs, étudiants de Kolda à Lucien, mesdames et messieurs, à vos titres et grave bonjour. C'est avec un immense plaisir et une vive conscience de l'importance de cette journée culturelle que nous organisons chaque année que je m'adresse à vous. Après presque 4 ans dans ce milieu, et quand le moment est venu de passer le flambeau, on ne peut s'empêcher de regarder en arrière. Et pourtant, je ne parlerai pas ici du passé, mais du présent et de l'avenir. Je voudrais partager des choses avec vous sur l'amicale et sur la vision qui nous anime au quotidien. Pour la plupart, nous venons à l'engagement par curiosité pour les amitiés et surtout pour s'amuser. On y apprend des choses, on développe nos valeurs, on y pratique le dialogue, on découvre la beauté et parfois la difficulté du collectif. On y fait des choses improbables et surtout on y fait ce qu'on veut. Et il y a là quelque chose de magnifique. Les structures estudiantines sont des espaces de liberté, d'expérimentation, d'échecs magistraux parfois et des résultats aussi magistraux quelques mois après. L'engagement nous grandit et nous grandissons avec lui. Tout ceci a d'autant plus de valeur que cela repose sur le collectif. Ainsi, mes chers, nous sommes un collectif d'individus, aux valeurs que cela repose sur le collectif. Que les limites de son champ d'action s'est réalisé au loin de le bout de son université. C'est réalisé que nous portons tous ici les mêmes valeurs, ces valeurs qui sont pétries d'exigence, de démocratie, d'une liberté pour toutes et tous de s'engager. Nos valeurs font la force de notre réseau. Avant de terminer, je tiens à vous faire part d'un sentiment qui est devenu une certitude chez moi. Les structures estudiantines sont des sens souvent sous-estimés. Mais peu importe, continuons à défendre ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons. Ouvrons la voie au suivant pour qu'à chaque fois que nous réalisions une chose, ce soit plus facile, plus que de faire la même chose. Continuons à réaliser les projets imaginés à 3 heures du matin et surtout soyons convaincus que plus ils sont fous, plus ils valent le coup. Pasteur disait que, je le cite, la grandeur des actions humaines se mesure à l'inspiration qu'il les fait naître. Mes très chers frères, amis et camarades ici et nous, continuons à être inspirés, à faire les études de notre propre norme, à cultiver des idées, à grandir avec les autres pour que la société entière change avec nous. Ainsi, un thème est choisi dont l'intitulé est l'insertion professionnelle des étudiants de lycée, opportunités et contraintes,
qui sera animé par M. Boubacar Baldé et professeur Maurice Théounia, dont le modérateur est Dr Pamoussar Sadio. Sur ce, je tiens à remercier à tous ceux qui ont laissé leurs occupations juste pour assister à nos journées culturelles. Et je déclare la cérémonie ouverte. Je vous remercie. De cette conférence qui a un thème porté sur l'insertion professionnelle des étudiants de l'UCN, opportunités et contraintes. Merci beaucoup, bonjour à tous et à tous. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de féliciter, mais également de remercier l'amicale des étudiants ressortissants de Kolda, de la section UCN, pour cette belle initiative, mais également pour avoir choisi un thème qui entre en droite ligne avec les objectifs de l'Université du Sénégal de la Minas, à savoir l'insertion professionnelle des étudiants, contraintes et opportunités et contraintes. Donc, ce panel sera animé, comme vous le savez déjà, par M. Boubacar Bertrand Baldé, mais également par le professeur Marie-Théounia, qui est notre professeur à tous. On va revenir après sur l'autre. Mais permettez-moi d'abord de vous donner le déroulé des présentations. D'abord, M. Baldé Boubacar va faire sa présentation et à sa suite, nous allons donner la parole au professeur Marie-Théounia. Par ailleurs, ministre, il le fut dans le gouvernement précédent de l'enseignement supérieur et qui est également un des penseurs de l'Université du Sénégal de la Guadeloupe. Donc, on va revenir plus simplement sur sa biographie. Donc, avant de laisser la parole à Boubacar Bertrand Baldé, je m'en vais le présenter. Boubacar Bertrand Baldé est un juriste de formation, diplômé de sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il fut également directeur académique de l'Institut supérieur de développement local, ISDL, qui a formé beaucoup de cadres qui sont actuellement en service dans les collectivités locales et les collectivités territoriales. Il est également ancien responsable pédagogique du master en genre et consultation de la paix du cadre, mais également membre du réseau des Nations Unies pour le développement durable au Sahel. Boubacar Bertrand Baldé est actuellement directeur exécutif du cabinet Conseil stratégie et développement, gouvernance territoriale, marketing territorial et investissement local. Et il est, comme vous le savez tous, chargé d'enseignement ici à l'Université du Sahel. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole pour qu'il nous fasse exposer un peu sur ce thème qui nous réunit ici. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Bonjour à tout le monde. C'est pour moi mais également un plaisir de partager cette table avec le ministre Marie-Théounia, qui fut notre directeur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et qui, on peut encore dire rapidement, est un modèle d'humilité, de sagesse et de savoir. Si aujourd'hui l'enseignement supérieur du Sénégal en est à ce niveau, pour une bonne partie, il en est l'objet. Il a apporté beaucoup de réformes au niveau de l'université, fait bouger les lignes, il faut l'accepter. Et c'est quelqu'un également, comme je l'ai dit, très accessible, ce qui est très rare chez les autorités politiques. Je souhaiterais également remercier l'AFQCEL. C'est vrai que le hasard n'existe pas. Moi, Paul Lois,
qu'on choisit pour parler avec les étudiants côtois. C'est un honneur pour moi. Il était à notre côté, métier. Le docteur Samuel l'a dit tout de suite. Nous sommes à côté de nos professeurs, à côté de nos directeurs. C'est pourquoi ça fait plaisir de parler en premier, pour plusieurs raisons. La principale, c'est que quand moi, étudiant, je parle en premier, mon professeur va me corriger, quel que soit le cas, donc je n'ai pas peur de me tromper. Même si je parlais après lui également, le professeur Samuel allait me corriger. Donc je suis aujourd'hui étudiant en premier. Professeur, vous pardonnerez les erreurs et les erreurs de ma langue. Vous êtes peut-être un excès de zèle, mais je tenterai autant que faire ce peu de discuter avec ces étudiants, avec mes étudiants. Le thème, la thématique qui nous réunit aujourd'hui est importante, elle est cruciale. Insertion professionnelle des étudiants de l'UCEM. 2 points, opportunités et contraintes. Ma déformation universelle de juriste m'autorise d'abord à rapidement partager avec vous une conception, ma conception des mots. Il faut qu'on s'entende sur les mots M-O-T-S pour pouvoir peut-être mettre le doigt sur les mots M-A-X, M-A-X. Insertion professionnelle, de quoi il s'agit? Il s'agit pour l'étudiant, il s'agit pour l'apprenant, à la fin de son cycle, que ce soit en licence ou en master, ou même en doctorat, mais particulièrement en licence, de pouvoir trouver un emploi adéquat à sa formation, à son profil. Trouver un emploi ou créer un emploi. Il y a 2 voies possibles que j'ai identifiées quand on parle de l'insertion professionnelle. On peut trouver un emploi, que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé, comme on peut également être dans une voie entrepreneuriale pour évoluer. Après l'insertion, il faut mettre l'accent sur l'opportunité. Qu'est-ce qu'une opportunité? Certains vous diront c'est une occasion à ne pas rater, à ne jamais rater. Il y a moins de mois de ça, dans le cadre de mon travail, j'ai discuté avec le président du conseil départemental de Café, M. Abdoulaye Minal. Et pour toute la discussion, je n'ai retenu qu'une seule phrase. Dans les programmes, il n'y a qu'un seul moment, c'est le moment de l'opportunité. Cela veut dire beaucoup de choses. L'opportunité ne sera pas. Troisième élément de cette thématique, après l'insertion et l'opportunité, c'est la contrainte. Qu'est-ce qu'une contrainte? Je la considère comme une difficulté, donc interne ou donc externe. Cela va me parler au deuxième point, bien sûr. Mais la contrainte, pour nous autres qui voulons être non-croyants, est prévue par Dieu. Moi, je ne suis pas un hafiz du Coran, mais je retiens quand même quelque chose. À côté de la difficulté, à côté de la contrainte, il y a toujours la facilité. C'est-à-dire, tant qu'il y aura la contrainte, il y aura des solutions. On va y revenir par rapport aux solutions. Et je fais également référence à Cancer, à Pérou, Madiba, Nelson Mandela, qui disait, je le cite, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et on va ensemble apprendre, bien sûr, avec le professeur Marie-Claude. L'autre point, c'est le cadre légal qui vous permet de vous préparer à l'insertion professionnelle. Et le premier cadre, c'est le système ERP, avec la loi de 2011, avec les 2012-11-14, 2012-11-15, c'est le rapport professeur, et qui prévoit des diplômes de licence et des diplômes de master. Mais dans le dispositif de formation, l'étudiant a au moins 50% de ce qu'on appelle le TP, le travail personnel de l'étudiant. Donc l'insertion commence à l'université, dans le choix de votre parcours universitaire, bien sûr. C'est pourquoi la loi, le décret, autorise ou exige aux universités, aux établissements d'enseignement supérieur, d'avoir un dispositif d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle. Donc l'insertion commence à l'université. Mais comment? Vous
Vous particulièrement, vous êtes dans une université spécifique, une université à vocation agricole, une université de métier. Cela veut dire quoi? Quand je dis que l'insertion commence à l'université, quand je dis que l'insertion commence par le, et ça c'est le troisième point de mon intervention, on met souvent l'accent sur les hard skills, sur les compétences techniques. C'est une bonne chose, mais il y a un soubassement, il y a une base. C'est ce qu'on pourrait appeler les soft skills. Il faut d'abord, avant de vous préparer à l'insertion, de vous connaître. Quelles sont vos limites objectives? Que voulez-vous? Savez-vous planifier? Savez-vous gérer votre temps? Quel est maintenant l'environnement immédiat possible pour que vous puissiez vous insérer? Vous êtes à Kafri, d'autres sont à Fatick, d'autres sont à Kaolack. Quel est à Fatick? Quel est à Kaolack? Ou quel est à Kafri l'environnement institutionnel? Ou quelles sont les organisations, faisons la cartographie des organisations, qui puissent accueillir nous étudiants les métiers auxquels nous sommes préparés? Nous sommes en management développé, nous sommes en socio-entreprise développement rural, nous sommes en CAS, nous sommes en CONDEF. Ici à Kafri, quelles sont les organisations qui puissent nous accueillir? Comment nous accueillent-elles? Qu'est-ce qu'elles exigent? Est-ce que moi, ma formation me permet de m'insérer tout juste après l'obtention de mon diplôme? L'autre élément à ne jamais négliger dans ce monde maintenant, c'est le digital, le numérique. L'insertion est presque impossible sans une maîtrise du numérique, des outils du numérique. Cela ne s'apprend pas seulement. Les cours à l'université ne suffisent pas. Vous pouvez faire le cours d'informatique de 20 heures, de 30 heures, cela ne suffit. Il y a un effort sur soi à faire. Le smartphone que tout le monde a désormais, c'est un puissant outil de formation et de préparation à l'insertion pour qui sait le manier. Et enfin, je vais finir par là. Si on veut entreprendre après notre diplôme de licence, comme je l'ai dit, l'environnement légal, je pense qu'il y a énormément de lois, notamment la loi sur les start-up, qui facilite l'entrepreneuriat, mais il y a également le financement à l'entrepreneuriat. Je parle des principes, on a pris des critiques pour en venir. On a par exemple la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes. Certains disent, mais nous déposons, on n'est pas financé. Vous déposez quoi? Est-ce que le business plan que vous déposez, est-ce qu'il est finançable? Est-ce qu'il est bancable? Est-ce qu'il est bien finalement, si vous êtes financé, est-ce que vous pouvez en prendre? Est-ce que vous êtes prêt à l'entrepreneuriat? Donc, c'est vrai que le temps est assez court, mais je m'arrêter là. Je souhaiterais après que cela soit une interaction entre vous et moi. Je suis ouvert aux questions. Professeur, je vous remercie. Donc, pour cette brillante présentation, M. Baldé est revenu dans son exposé d'abord sur la définition des concepts, sur l'éclairage conceptuel. Ce qui est important, il est revenu sur l'insertion professionnelle, c'est quoi? L'opportunité, c'est quoi? La formation également, c'est quoi? Ensuite, il est revenu sur ce qu'on appelle le cadre institutionnel de l'insertion, en évoquant la réforme LND, notamment qui prépare les étudiants à l'insertion, notamment si on se réfère à ce qu'on appelle au volume horaire qui est consacré notamment au TP, travail personnel de l'étudiant. Et d'ailleurs, si vous voyez les maquettes, si vous regardez bien les maquettes, vous en rendrez compte, il y a une part importante qui est donnée au travail personnel des étudiants. Parfois, vous avez l'impression que vous avez beaucoup d'heures creuses. Mais ces heures creuses-là sont comptabilisées dans le cadre du système LFD. Elles sont comptabilisées et sont consacrées à la recherche des opportunités, bien sûr, comme il a si bien dit. Il y a également l'environnement UCEN qui est préparé à sa vie, qui s'est orienté vers les métiers. Ici, ce sont les métiers de l'agriculture et du développement. Il a également parlé du contenu des enseignements apprentissages en évoquant tout ce qui est hard skills et soft skills. Mais ce qu'on retient beaucoup plus dans cette partie-là, c'est ce qui dit en fait la question centrale que la personne doit se poser et que souvent dans mes cours d'anthropologie, notamment avec la première année,
la question que je leur pose, ou bien qu'on tente de répondre, de qui suis-je? De qui suis-je? C'est important que l'individu puisse se connaître d'abord pour pouvoir se préparer au monde de l'emploi. Il y a également l'importance du numérique, surtout l'utilisation que nous devons faire de nos smartphones et des réseaux sociaux, qui constituent des opportunités, surtout pour ce qu'on appelle l'insertion professionnelle. Il a également parlé d'un dispositif nouveau qui existe maintenant dans le landerneau universitaire, c'est le statut de l'étudiant entrepreneur qui a été voté tout récemment. Donc, qui consacre ce statut d'entrepreneur à l'étudiant. Et d'ailleurs, on va revenir sur ça, sur ce qui s'est en train de faire par rapport à cela. Et enfin, il est revenu sur le dispositif de financement. Donc, voilà en résumé ce que M. Maté nous a présenté. Et on va revenir plus tard sur les questions. Mais avant d'en arriver aux questions, nous allons également passer la parole à notre professeur, Monsieur le ministre, Mary Teuw Niane. Mais permettez-moi de présenter ce grand monsieur de l'enseignement ou bien du système éducatif sénégalais de manière générale. C'est un honneur, comme je le disais tantôt, de recevoir ici, et M. Balde tout à l'heure l'a dit, de par son humilité. Nous tous, nous l'avons connu en tant que recteur, en étant jeune étudiant, lui à l'UGB, nous à l'UGAT. Mais c'est un monsieur qui nous frappait, nous tous, de par sa prestance, et qui continue de nous frapper de par sa prestance. Donc, monsieur le ministre, professeur Mary Teuw Niane, nous vous remercions de nous avoir fait cet honneur de venir ici à l'ICEP pour partager votre expérience avec nos étudiants. Monsieur le ministre Mary Teuw Niane a été ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation d'octobre 2012 à avril 2019. Donc vous voyez, il a fait 7 ans dans le département de l'enseignement supérieur sénégalais, ce qui n'est pas une mince affaire, ce qui est une longévité dans ce secteur. Et durant cette période, il a mené plusieurs réformes, notamment la création de nouvelles universités orientées vers les sciences et techniques, vers l'ingénierie et les mathématiques, mais également vers l'agriculture, comme ICEN. ICEN fait partie de ces nouvelles créations. Mais il y a également les ISEP, Instituts supérieurs d'enseignement professionnel, mais aussi le développement du numérique dans l'enseignement supérieur, notamment avec l'UBS. C'est M. le ministre Mary Teuw Niane qui a également créé l'UBS, qui compte actuellement plus de 50 000 étudiants. Donc, il est la deuxième université du Sénégal en termes d'accueil des étudiants. Avant ce poste, bien sûr, M. le ministre a enseigné pendant 10 ans à l'UGAT, notamment à la faculté des sciences et techniques. Mathématicien de formation, il a plus tard rejoint l'université Gaston Berger de Saint-Louis, dont il fait partie des pionniers. C'est M. le ministre, avec ses collègues qui ont ouvert l'université du Gaston Berger de Saint-Louis. Il est devenu chef de département de mathématiques appliquées, puis directeur de l'UFR Sciences appliquées et technologies, pour finir à occuper le poste de recteur de l'UGB de 2007 à 2012. Monsieur le ministre fut également PCA, président du conseil d'administration de Petrosen Holding, de mai 2020 à juillet 2022. Le professeur Mary Teuw Niane est titulaire de 3 doctorats en sciences mathématiques. Il est membre fondateur de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Il fut également membre du bureau de l'Union
mathématiques africaines et membre du comité de développement et d'échange de l'Union mathématique internationale. Il est réputé pour la qualité, l'abondance, la variété de sa production scientifique et sa contribution dans la formation d'enseignants des universités par l'encadrement, ce ou en collaboration d'une trentaine de thèses de doctorat en mathématiques. Il a aussi occupé plusieurs fonctions au niveau africain comme président du Conseil des ministres, ce qu'on appelle le CAMES, président du comité directeur de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, l'ADEA, président technique du comité technique spécialisé éducation, sciences et technologies, CTS-SE de l'Union africaine. Il est membre du conseil d'administration du Centre international de mathématiques pures et appliquées SIMPA, qui est basé à Nice, en France. De l'INSEE en France également, président du comité consultatif Young Africa au Sénégal, de la Fondation Master de 2019 à 2022, et de plusieurs comités consultatifs, président du jury du prix du président de la République pour l'innovation numérique en 2020 et membre du jury international de l'Agence nationale de recherche de France pour ses projets compétitifs de recherche dans le cadre du programme d'investissement pour le futur du gouvernement français. Le professeur Mary-Teuw Niane également a eu beaucoup de distinctions, parmi lesquelles le chevalier et l'officier dans l'ordre national du Lion, chevalier dans l'ordre des palmes académiques du Sénégal et de la République française, commandeur dans l'ordre international des palmes académiques du CAMES et grand officier dans l'ordre du mérite de la République française. Donc, c'est à ce grand monsieur que nous allons donner la parole pour qu'il nous partage son expérience par rapport à la thématique qui nous est proposée cette matinée. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je salue madame le recteur de l'Université du Sine-Saloum de la Géographe. Je salue aussi le directeur du campus UCN de Kaffrine. Je salue mes collègues enseignants-chercheurs et le personnel administratif, technique et de service. Je salue le modérateur et je le remercie pour ses mots généreux. Je salue M. Boubacar Bertrand Baldé pour ses mots généreux et surtout je le félicite pour sa conférence qui va me permettre de ne pas m'arrêter sur les questions conceptuelles et sémantiques et de vadrouiller dans autre chose. Donc merci encore et félicitations. Je salue le président de l'amicale des étudiants ressortissants de Kolda. Je salue toutes les étudiantes et étudiants ressortissants de Kolda. Nous saluons l'ultime ardero à Kaffrine, surtout à Oudé, à Kolda. Quoi qu'il a voulu, ça vous dit Kolda qu'au Conseil des ministres délocalisé en 2013. Les Yamito, les Kotani, à avion au Oudou, des points qui n'y sont pas Kolda. À l'autre du point le ciel et les mots parus dans la matin. Donc, nous allons Kolda place de la vie des ministres. Donc, Kolda le ministre, c'est le petit encore, président, il était Assam le type ça veut dire que nous avons dit qu'il y a des formes d'Akam pour qu'il y ait des nouvelles qui m'aiment. Je salue les honorables invités, mesdames et messieurs.
l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, l'idée est ancienne, mais je dirais que le moment fondateur, c'est autour de 2011. Moi, je ne retiens jamais les dates. Je suis un mauvais mathématicien parce que je ne retiens ni les dates ni les chiffres. Et il y a eu un séminaire qui était organisé par les ressortissants du Sine Saloum à Kaolack. À l'époque, recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il m'avait demandé de faire une conférence dans ce séminaire sur quelle vision j'avais de l'université du Sine Saloum. Et c'est comme cela que cette question est venue dans mon esprit et j'ai eu à leur faire des propositions. Et quelque temps après, une année après, j'étais nommé ministre de l'Enseignement supérieur le 29 octobre 2012. J'ai ensuite lancé en décembre la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur qu'a présidé notre éminent collègue, le professeur Souleymane Bachir Diagne. Et cette concertation a abouti à 78 recommandations. Et ces recommandations, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, qui a participé en 1993-1994 à la concertation nationale sur l'enseignement supérieur, me souvenant de l'échec de cette concertation, parce que c'était une concertation d'abord télécommandée par la Banque mondiale, et ensuite le gouvernement de l'époque avait décidé de ne prendre que 28 mesures qui étaient les mesures que le gouvernement avait acceptées. Donc tout le reste était resté dans les tiroirs. Et imaginez, à l'époque, c'était en réalité des mesures pour assurer l'austérité au niveau de l'enseignement supérieur. Et je dis, cette concertation ne va pas rester dans les tiroirs. Et c'est pourquoi, après les plénières du 6 au 9 avril 2013, nous avons élaboré au niveau du ministère le programme de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche, le PDSR 2013-2022. Ensuite, nous avons élaboré le programme prioritaire de réforme de l'enseignement supérieur, toujours 2013-2022. Nous sommes fixés un horizon de 10 ans, parce que changer le système éducatif, ça prend du temps. Et surtout, pour ce qui est de l'enseignement supérieur, nous sommes dit une décennie peut permettre d'avoir des transformations radicales. Et après cela, nous avons élaboré la feuille de route de la réforme. Et cette feuille de route, nous avons tenu le 14 août 2013, le premier et le seul d'ailleurs conseil présidentiel dédié à l'enseignement supérieur, présidé par le président de la République, qui à ce moment-là a validé la feuille de route connue sous le nom des 11 décisions de l'enseignement supérieur. Ce sont 11 décisions qui comprennent 68 directives. Et ces 68 directives, c'était la feuille de route décennale qu'on devait mettre en œuvre. Et une des décisions importantes, c'est la carte universitaire. Car il fallait revoir la carte universitaire. En 2013, notre carte universitaire était essentiellement concentrée sur le littoral atlantique, avec une petite incursion à l'intérieur du territoire, à Thiès et à Bambey. Puisque nous avions l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à Thiès, il y avait l'université et l'école polytechnique de Thiès, à Bambey, il y avait l'université Alioune Diop, à Dakar, évidemment, l'université Cheikh Anta Diop, et puis l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et à l'intérieur du pays, il n'y avait rien. Donc il fallait
pour avoir une équité territoriale. L'autre aspect important, c'était que notre système d'enseignement supérieur souffrait d'un problème majeur. C'est qu'il n'était pas aligné sur les objectifs prioritaires de développement du pays. Le Sénégal, depuis 1960, la première priorité économique du Sénégal, et aucun des présidents qui sont suivis ne l'a changé, c'est l'agriculture. De Senghor à Diouf, en passant par Wade jusqu'à Macky Sall. Première priorité, c'est l'agriculture. Mais vous imaginez qu'en 2012-2013, quelle formation avions-nous en agriculture? Formation supérieure, j'entends. Nous avions l'ENSA de Thiès qui en moyenne recrutait 20 bacheliers par an. Nous avions l'École nationale des cadres ruraux de Bambey, devenue plus tard ISPAR, qui recrutait aussi à peu près 20 bacheliers par an. Ce qui s'y est ajouté, c'était un produit d'une réforme que j'avais faite à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui était la création de l'UFR des sciences agronomiques, aquaculture et transformation agroalimentaire et nutrition, UFR S2ATA, donc qui recrutait autour de 100 à 200 étudiants par an. Donc cela était insuffisant pour accompagner l'agriculture, qui était la première priorité. D'où, dans cette nouvelle carte universitaire, la nécessité de créer une université des métiers, mais une université des métiers dédiée à l'agriculture. Et quand je parle de l'agriculture, c'est l'agriculture au sens large. C'est-à-dire que tous les métiers autour de la production végétale, de la production animale, de la pêche, de l'aquaculture, de la transformation agroalimentaire, etc. Donc, c'est cela qui a amené le choix de créer l'université, à l'époque ça s'appelait l'université du Sine Saloum. C'est au moment de la pose de la première pierre à Kaolack que le président de la République a décidé de donner le nom de El Hadji Ibrahima Niass. Donc, cette université était appelée à être une université agricole. Elle allait aussi rompre sur une autre question, les habitudes. C'est-à-dire une université localisée à un seul endroit. Jusqu'à présent, les 5 universités dont j'ai parlé étaient localisées à un seul endroit. Saint-Louis, Thiès, Bambey, Dakar et Ziguinchor. L'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, au début, le projet est un projet multisite, sur 5 sites. Kaolack, pour tout ce qui touche à l'alimentation, à la nutrition et à la production végétale. Kaffrine, pour ce qui touche à l'élevage, la production animale, la sociologie rurale et tout ce qui est autour. Fatick, pour tout ce qui touche à la gestion des ressources halieutiques, à l'hôtellerie, aux langues et ce qui est autour. Et ensuite, il y avait Toubacouta, qui devait s'occuper d'environnement, de développement durable, de biodiversité. Et enfin, Diourbel, qui devait s'occuper de tout ce qui est lié au commerce, au business, à l'économie rurale et agricole. Les 3 premiers sites ont été implantés. Donc, c'est une université à orientation professionnelle, une université qui répond à une nécessité d'équité territoriale, une université aussi qui ouvre à la jeunesse, aux bacheliers, des perspectives d'emploi ou d'entreprendre qui sont importantes et Boubacar en a parlé. Alors, sur les opportunités, moi je vais directement au but.
Alors, donc, il y a les emplois salariés. Votre diplôme, que ce soit licence ou master, d'abord, il a été élaboré selon les règles du LMD et selon les règles aussi de l'approche par les compétences. Parce qu'il y a une analyse de situation de travail qui a été faite avec les acteurs du milieu et ensuite qui a permis d'établir les curricula, ainsi de suite. Donc, cela répond vraiment à une bonne professionnalisation. Je pense que c'est important puisque vous êtes des jeunes pionniers, sans doute parmi les premiers à avoir les licences, mais ceux qui auront aussi les masters, d'avoir confiance en votre formation. Ça, j'insiste beaucoup dessus. Il faut que vous ayez confiance en votre formation. Nous avons une tradition au Sénégal. Nous l'avons vécu avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous savez, la première année de l'UGB a commencé avec des grèves. Parce qu'on leur disait que votre diplôme n'est pas reconnu. Alors qu'ils ne savaient pas que pour qu'un diplôme soit reconnu par le CAMES, il faut qu'il soit délivré. Tant que le diplôme n'est pas délivré, il ne peut pas être accrédité. Donc c'est absurde de poser la question de la reconnaissance du diplôme. Les étudiants disent non, parce que les diplômes de Dakar sont reconnus, nous à Saint-Louis, ce n'est pas reconnu. Mais quand ils ont terminé, quand ils ont fait les concours, mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient aussi brillants que ceux de Dakar. Donc, de ce point de vue-là, rassurez-vous, vous avez le niveau, parce que vos enseignants d'abord ont le niveau, et ensuite, vos programmes ont été validés de la meilleure des manières. Donc, ayez confiance en vous. Ça, c'est la première chose. Quand on est jeune, tout à l'heure, Boubacar a parlé de soft skills. Soft skills, c'est important parce que le leadership, le développement personnel, le développement professionnel, la citoyenneté sont des éléments essentiels pour que vous croyez d'abord en vous, vous croyez en votre formation et vous croyez aussi à la possibilité de vous réaliser dans votre pays. Dès que vous perdez cela, vous êtes perdu. Et il ne faut pas être accepté d'être perdu. Tout simplement. Donc, vous devez avoir confiance. Les emplois, il y en a qui sont possibles. Je dis qu'ils sont possibles. Il y a d'abord l'État. L'État offre, il y a beaucoup de possibilités qu'offre l'État. Les services de l'État sont dans tous les secteurs dans lesquels vous intervenez. De l'agriculture, quand je dis la production végétale, animale, de production laitière, pêche, aquaculture, transformation agroalimentaire, la production de semences, etc. La santé animale et végétale, etc. Et les diplômes, tous ces diplômes-là, la sociologie rurale, l'économie rurale, le management des entreprises agricoles, etc. Tout est aussi au niveau de l'État. Donc, vous êtes éligible. Maintenant, être éligible et être admis, c'est différent. Mais si vous avez le master, vous êtes éligible à l'ENA. L'ENA, c'est plus seulement pour les juristes. Et les politistes. Donc, à force de bloc, on a fini par entrer dedans. Donc, les scientifiques aussi peuvent faire l'ENA. Et il y en a qui réussissent. Et il y a beaucoup d'autres concours de ce type-là. Et les emplois offerts par l'État. Il y a évidemment les emplois dans les fermes agricoles. De plus en plus se développe le business agricole, l'agro-business, et il y a des fermes agricoles et des emplois qui existent. Selon lui, par exemple pour l'élevage, il y a de plus en plus des fermes laitières qui se développent. Évidemment, il y a l'industrie de transformation agroalimentaire qui aussi se développe
au Sénégal. Il y a les ONG. Les ONG aussi offrent beaucoup d'emplois au niveau des formations qui correspondent à ce que vous faites. Évidemment, il y a la recherche. La recherche aussi, c'est un secteur important et je pense qu'il est appelé à s'élargir. Et je vous dirai pourquoi dans la suite. Ensuite, il y a l'entrepreneuriat. Boubacar en a parlé. Vous, votre parcours devrait conduire la majorité d'entre vous vers l'entrepreneuriat. Parce que vous devez être les entrepreneurs agricoles modernes. C'est vous qui devez, normalement, moi si j'étais l'État, la DER devrait s'organiser pour vous financer. Parce que c'est en vous implantant dans le monde rural que vous allez transporter avec vous les transformations technologiques qui permettent à notre agriculture d'évoluer, que ce soit du côté de la production végétale, du côté de l'élevage, du côté de l'aquaculture ou du côté de la transformation agroalimentaire. Donc ça, c'est extrêmement important et je pense que vous devez accorder une importance capitale dès votre entrée à UCEN, avoir un projet professionnel, en particulier un projet d'entreprise. Et avec l'aide de vos enseignants, et peut-être en collaboration avec un ou deux camarades, de développer ce projet-là et de le faire avancer. Donc ça, c'est pour moi important. Il y a le conseil rural, parce que les paysans, les éleveurs, les pêcheurs, ceux qui font l'aquaculture ont besoin d'être conseillés pour les itinéraires de culture, mais aussi pour les nouvelles techniques d'élevage. Pour, par exemple, la mise en place de bassins aquacoles. Notre pays devrait aujourd'hui être un des plus grands producteurs de poissons. Mais le poisson provenant de l'aquaculture, malheureusement, c'est encore en retard. Et je pense que vous devez pouvoir être dans ça, particulièrement vos camarades qui sont de Fatigue. Ensuite, il y a des questions liées à l'irrigation. L'irrigation aussi, c'est un métier. Être spécialiste d'installation de systèmes d'irrigation. Aussi bien pour la production, pour l'agriculture, la production de céréales, l'horticulture, etc. Mais aussi pour une autre chose qui appelle une autre révolution pour la production de cultures fourragères. Parce que cela, nous le faisons très peu. Et c'est ça qui va révolutionner l'élevage. Vous avez aussi l'aquaculture, y compris dans votre zone de fatigue. Ce serait bien d'avoir des bassins aquacoles. Et pour cela, il est important d'avoir des spécialistes. C'est vrai qu'on en a à Saint-Louis, à l'UFR S2ATA. Je pense que Fatigue aussi devrait en produire. Dakar, il y a des spécialistes de pisciculture, mais il n'y a pas assez. Il n'y en a pas assez. Aujourd'hui, le poisson est excessivement cher au Sénégal. C'est l'alimentation d'ailleurs de manière générale qui est chère au Sénégal. Et si nous produisions assez de poissons, ce serait abordable pour les gens et ça améliorerait la santé des populations. Donc là aussi, c'est un secteur d'entreprise où il faut s'y mettre. C'est la production de semences. Si l'année dernière il a plu, personne n'en disconvient. Mais tout le monde sait que les récoltes n'ont pas été bonnes. Si elles n'ont pas été bonnes, en grande partie, selon moi, c'est lié à deux choses. La qualité médiocre des semences et l'insuffisance des engrais. Lié à la guerre en Ukraine, avec l'Ukraine aussi, qui fait que l'urée est devenue hors de prix et hors de portée. Ensuite, c'est aussi la création d'écloseries pour les poissons.
Ça aussi, c'est très important. Et l'autre aspect très important et qui vous concerne vous directement, c'est l'amélioration génétique du cheptel. Vous le savez, nous importons, je crois, autour de 35 milliards de lait en poudre. Et c'est du mauvais lait. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que dans ce lait-là, honnêtement, la part de lait est très faible. Et donc, ce n'est pas bon pour notre santé. Oui, du lait écrémé, il y en a même qui disent que c'est du lait végétal, il y en a d'autres qui disent, etc. Il y a tellement de choses qui circulent autour de ça. Nous avons peu de lait. Or, tout le monde sait que le moyen de régler ça est très simple et connu du monde entier. C'est quoi? C'est l'insémination artificielle de nos bovins, des vaches. Et ça, c'est dans vos corps. J'ai fait une petite enquête à Dakar. 1 litre de lait frais est vendu à au moins 1000 francs CFA. Une vache avec insémination artificielle va vous rapporter autour de 30 litres par jour. 30 litres par jour, c'est 30 000 francs. Vous enlevez 10 000 francs pour qu'elle mange vraiment comme un pacha. Il va vous rester 20 000 par jour. 20 000 par jour, 30 jours, ça fait 600 000 net par mois. Combien d'agents de l'État, combien d'agents du privé gagnent 600 000 francs par mois? Il y en a très peu. Et ça, c'est une seule vache. Je pense que là, il y a une opportunité extraordinaire de pouvoir créer son entreprise laitière et de pouvoir développer cela. Et ça, personne ne... Il n'y a que les cols blancs qui installent à côté de Dakar des étables, etc. et qui s'enrichissent. Et là, c'est une opportunité pour moi, pour la jeunesse. Il y a aussi l'alimentation animale, qui est aussi un secteur où on peut vraiment développer l'entrepreneuriat. Il y a la santé animale aussi. Il y a, alors, les contraintes. Moi, je dirais, la principale contrainte au Sénégal, c'est la définition d'une véritable politique agricole. Et ça, c'est politique. L'autre, c'est la transformation de l'agriculture familiale en une agriculture moderne fondée sur la technologie et le développement durable, évidemment. Ça aussi, c'est politique, je le dis. L'autre opportunité, pour moi, c'est l'arrivée du pétrole et du gaz. L'arrivée du pétrole et du gaz est une opportunité formidable pour changer l'agriculture et permettre la création massive d'emplois dans ce secteur. Comment? Je vous donne juste quelques éléments. La première chose, c'est que l'arrivée du pétrole et du gaz va rendre facile l'électrification de tout le Sénégal. Et vous savez que là où on met de l'électricité, apparaissent les emplois artisanaux. Deuxième chose, c'est la création de la pétrochimie. Alors, tenez bien dans l'esprit cette industrie de pétrochimie. Parce qu'elle va nous régler les besoins dont on a besoin dans l'agriculture. Modérateur, je ne sais pas, je suis en train de vous. Ça va. Donc, la pétrochimie va nous permettre, de fabriquer des engrais azotés et l'urée. L'urée, je vous dis pour que vous compreniez l'enjeu, avant la guerre Ukraine-Russie, le sac d'urée coûtait 10 000 francs. Au 1er janvier, à Richard Toll, le sac d'urée coûtait 18 000 francs. Il y a une semaine, 10 jours, j'ai demandé à Richard Toll, le sac d'urée coûte 27 000 francs. Et on m'a dit qu'à Kolda, il coûte 35 000 francs. Et la même chose dans le bassin arachidier. Donc ça devient une denrée quasi impossible. La pétrochimie va nous permettre de produire ça
avec notre pétrole, donc normalement à bas prix. Deuxième chose, la pétrochimie permet de produire des médicaments. Tout ce qui est carboné comme médicament, la pétrochimie permet de le faire. Troisième chose, la pétrochimie permet de fabriquer des PVC. C'est quoi le PVC? C'est le plastique. C'est le plastique qui est dans les tubes là, où passent les fils électriques, téléphones, internet, etc. C'est aussi le plastique qui permet de fabriquer les tuyaux qui transportent l'eau. C'est aussi les tuyaux qui font l'assainissement. C'est aussi les tuyaux qui font le talus. Tout cela, c'est la pétrochimie. La pétrochimie, c'est aussi fabriquer des toiles qui permettent de couvrir les serres. Toutes les serres que vous voyez, les toiles qu'on met au-dessus, ça provient de la pétrochimie. Et enfin, la pétrochimie permet de faire ce qu'on appelle les liners. Les liners, c'est des toiles. Quand vous faites un bassin, vous mettez des toiles en bas, l'eau ne va pas s'infiltrer. Ça veut dire que ça vous permet de garder l'eau plus longtemps. Et donc ça permet l'aquaculture, ça permet aussi de cultiver, etc. Donc le pétrole est un élément majeur pour la transformation agroalimentaire. Qu'est-ce que le pétrole va permettre? L'argent provenant du pétrole peut nous permettre de régler la question de l'eau dans les campagnes. Parce que le problème de l'agriculture, de manière générale, c'est l'accès à l'eau 12 mois sur 12. Or, 12 mois sur 12, après la pluie, déjà avec les liners, on pourra récupérer beaucoup d'eau de pluie. Deuxièmement, faire des forages avec l'argent du pétrole. Troisièmement, là, il est possible de faire des canaux, notamment le grand canal du Baol, du Cayor et du Sim, qui est le canal qui partirait du lac de Guiers, passerait par Touba, par Djoubel, par Bambé et arriverait en face de Fatick. Autour de ce canal, c'est presque 100 000 hectares qui pourront être cultivés en utilisant des techniques de culture économe en eau, à la fois pour la production végétale, mais à la fois aussi pour l'élevage, pour la production de fourrage, et aussi de faire l'aquaculture. L'autre aspect, c'est la revitalisation des vallées fossiles. Parce que ceci est possible parce que vous le savez, chaque année, durant l'hivernage, 10 milliards de mètres cubes vont à l'océan Atlantique. On peut les récupérer via la Taoué et les injecter dans le lac de Guiers. Plus les forages, ça permettrait que les paysans aient de l'eau 12 mois sur 12, et donc les jeunes de pouvoir avoir des fermes agricoles et de s'installer et de cultiver 12 mois sur 12. L'élevage laitier, j'en ai parlé, de l'opportunité. Là, et puis tout ce qui touche à la transformation du lait. Le beurre qu'on importe, on n'importerait plus. Les yaourts, etc., on ne les importerait plus. Ainsi de suite. Et puis les Sérères vont être très contents parce qu'ils vont boire du lait. Hein, au moins, il y aura du lait pour tout le monde. Alors, c'est cela qui permettra, grâce à vous et à vos compétences, de nourrir le Sénégal. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le Sénégal est un pays où la nourriture coûte cher. Or, si nous voulons que ce pays se développe, il faut que la nourriture soit accessible à tout le monde et sans difficulté. Alors, lorsque vous avez fait votre licence, vous avez des possibilités de faire des masters ailleurs. Ça aussi, il faut l'examiner. Il ne faut pas accepter d'être, comme on dit, isolé quelque part. C'est ça la force du LMD. Puisque votre diplôme de licence est reconnu par toutes les universités. Vous pouvez bien faire ici une licence dans le métier de l'élevage et aller terminer votre licence à Saint-Louis, votre master à Saint-Louis, ou à Dakar, ou bien à Ziguinchor. Comme eux d'ailleurs peuvent aussi
venir ici. Cette mobilité-là, il faut aussi que vous la développiez. Elle est très importante. Dans beaucoup de pays, on encourage les étudiants à bouger. Il faut que vous bougiez, n'est-ce pas? Enfin, Jean-Marie, modérateur, vous avez été très indulgent avec moi. J'en arrive à la conclusion. Alors, la première conclusion, c'est que nous n'avons pas assez d'étudiants dans le secteur agricole. Moi, j'aime rappeler toujours, au Sénégal d'abord, nous n'avons pas encore assez d'étudiants. Bien que les gens ont l'impression de dire qu'on a beaucoup d'étudiants. Parce que l'UNESCO a des normes, et si nous suivions les normes de l'UNESCO, on devrait être autour de 350 000 étudiants. On n'a pas encore atteint. Dans le domaine agricole, il y a une diversification, parce qu'aujourd'hui, il y a UCEN. À l'UGB aussi, on fait de l'agriculture. À l'UCAD aussi, il y a de l'agriculture. À ISFA, il y a de l'agriculture. À l'ENSA, l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès, il y a l'agriculture. À l'Université Assane Seck du Ziguinchor, il y a l'agroforesterie. Et puis il y a les ISEP, où sur les 5 ISEP créés, dans les 4, il y a aussi de l'agriculture. Donc il y a une diversification qui commence, mais elle est encore insuffisante. Et il faut continuer cela. Donc, vous êtes dans un secteur, dans un créneau porteur. Mais comme l'a dit Boubacar, il est porteur si vous êtes ambitieux. Il est porteur si vous avez confiance en vous. Il est porteur si vous êtes entrepreneur. Si vous dites, j'attends que l'État me donne un emploi, peut-être qu'il y en aura 1% qui aura la chance d'avoir un emploi. Mais tout le reste restera devant les maisons et boire du thé. Vous êtes jeune, l'avenir vous appartient. Il vous appartient si vous vous battez, si vous êtes imaginatif, si vous acceptez à certains moments sobre, même votre bourse que vous avez, même si chaque mois vous décidez de prendre 5 000 francs, vous le mettez de côté en ouvrant un compte bancaire à la fin de vos études, ce sera quand même une somme importante qui peut servir de caution dans un projet de développement. Il faut penser à cela. Je vous souhaite bonne chance et plein succès. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je pense que pour ce tour magistral, parce que c'est toujours un plaisir de vous écouter et de nous gratifier de votre savoir, parce que ce n'est pas la première fois que nous écoutons et nous disons. Comme je vous le rappelais tantôt, au mois de décembre, à l'UCAD, au colloque sur l'Afrique en devenir, vous nous avez gratifié d'une excellente communication sur l'éducation, surtout le rôle de l'éducation dans l'Afrique du futur, que nous avons beaucoup apprécié, et aujourd'hui également, vous faites pareil par rapport à cette thématique que les étudiants nous ont proposée, l'amicale des étudiants de Kolda. Pour rapidement résumer la communication de M. le ministre Mary-Teuw Niane, il est revenu sur l'historique même du projet UCEN jusqu'à sa création, en nous rappelant que c'est un projet qui a débuté, en fait, c'est une idée qui est née c'est une idée qui est née des ressortissants du Sud Saloum lors d'une réunion à laquelle il était invité et qui s'est plus tard
a concrétisé à travers le CANAES qu'il a eu à organiser en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 2013, qui a donné corps à 118 recommandations, sans compter les documents de politique qui s'en sont suivis et de réformes. La feuille de route également qui est issue de ce PPRS, dont parmi les 118 dimanches directives, il a été fait cas d'élargir la carte universitaire un peu du Sénégal en pénétrant l'intérieur du pays. Vous êtes également revenu sur l'UCEN, le projet UCEN en tant que tel, qui est une université versée vers les métiers agricoles, qui est une université de métiers. Professeur Mary également est revenu sur les opportunités, mais a tenu beaucoup à insister sur le soft skills, sur la confiance en soi. Parce qu'on ne peut pas entreprendre, que ce soit même dans le monde salarié ou bien dans l'auto-entrepreneuriat, si on n'a pas développé une confiance en soi. Et il a beaucoup insisté sur cela. Et partant un peu de cela, il est revenu sur les opportunités d'insertion que vous avez en tant que salarié de l'État ou bien des ONG. Ça, c'est une opportunité qui est là. Vous êtes également éligible au concours, y compris même au concours de l'ENA. Il y a des opportunités liées à l'agrobusiness et à l'agroalimentaire qui peuvent accueillir nos étudiants. Il y a l'entrepreneuriat à travers le développement de projets professionnels. Et en parlant de cet entrepreneuriat-là, le professeur Mary Teuw Niane est revenu sur différentes compétences qui peuvent être développées et qui sont, dont quelques-unes est déjà développées dans la plupart des formations qui sont délivrées ici à Kaffrine, en conseil agricole, en aquaculture, en production de semences, création d'écloseries, amélioration génétique. Mais le professeur est également revenu sur l'opportunité du pétrole et du gaz, surtout dans un contexte marqué par des tensions au niveau national mais également international qui font que les prix de l'urée ont augmenté. Le pétrole et le gaz pourraient être une opportunité pour avoir cette souveraineté en intrants agricoles, notamment en urée, à travers la pétrochimie, mais à travers aussi le développement de médicaments, de PVC, mais de liner qui permet de lutter contre les infiltrations, un peu de l'eau, contre les pertes d'eau, et qui pourrait même contribuer à régénérer ce qu'on appelle les vallées fossiles, notamment celles dont on parle souvent et que tout récemment le khalife général des Mourides en avait même parlé, la réhabilitation du vallée fossile du Kayor, Bawol, Sine. Je pense que ça c'est important et le pétrole et le gaz pourraient contribuer à travers cette technologie qui va être créée à revitaliser un peu ces vallées fossiles. Le professeur est également revenu sur l'opportunité que vous avez par rapport à la recherche, le master. Vous pouvez faire des masters dans les universités aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et cela d'ailleurs, nous avons une promotion qui est déjà sortie. Et parmi ces étudiants, certains sont déjà dans les universités en France, d'autres sont au Maroc actuellement, ils sont en train de faire leur master. Mais également, nous avons des étudiants dans les différentes universités de ce pays. L'UGB nous a accueilli beaucoup d'étudiants à travers l'UFR que vous-même vous avez créé et l'UFR 2 ESTA TA également qui nous a reçu qui nous accueille beaucoup d'étudiants. Et pour vous dire que vous avez cette possibilité de mobilité également qui constitue une opportunité. Le professeur a terminé également par rapport surtout à la thématique, aux contraintes. Et la principale contrainte que nous avons est relative à la définition d'une politique agricole. Nous n'avons pas une politique agricole, ce qui fait que nous ne pouvons pas atteindre
cet objectif-là de souveraineté alimentaire dont on entend. Je pense que ça c'est important. Il y a également le déficit en transformation, du moins des exploitations agricoles familiales, également qui est là, parce qu'il faut arriver à ce que ces exploitations agricoles familiales deviennent des entreprises. Et ça c'est important pour une transformation de l'agriculture. Il y a également, comme autre contrainte identifiée par le professeur Marie-Tognan, la maîtrise de l'eau. Parce que sans eau, on ne peut pas faire en fait une activité agricole. Toutes les activités dont on a parlé ici, dont il a parlé, que ce soit les cultures, l'horticulture, les grandes cultures, mais que ce soit également l'aquaculture et même l'élevage, ne peut pas être possible si on n'a pas une maîtrise de l'eau. Et cela reste quelque chose de capital. Et cette non-maîtrise de l'eau à travers le manque de dispositifs de captation de cette eau-là, de pluie, fait que nous ne pouvons pas atteindre également les objectifs fixés dans le domaine agricole. Donc, pour terminer, professeur, vous exhorte et nous exhorte nous tous parce que nous avons également beaucoup appris. Nous avons toujours appris à ses côtés et nous continuerons d'apprendre et nous lui souhaitons également longue vie pour qu'il continue de nous accompagner en tant que jeunes universitaires, mais également pour qu'il puisse également, pour qu'on puisse bénéficier de son savoir, non seulement de son savoir-faire, mais également son savoir-être. Parce qu'on ne vous l'a pas dit, le professeur est arrivé à Kaffrine depuis 8 heures. Depuis 8 heures, il est à Kaffrine. Il a quitté Dakar très tôt le matin. Donc vous voyez, et ça également c'est une exhortation à votre endroit. À chaque fois qu'on programme les cours à 8 heures, parfois les étudiants arrivent ici à 9 heures. La ponctualité également, vous voyez, c'est quelque chose de très important qu'il faut respecter. Et ça également, ça fait partie des soft skills du leadership. Un leader, c'est aussi quelqu'un qui respecte le temps. Donc, voilà de manière présentation du professeur. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir une liste pour les questions. Donc, la parole vous est donnée si vous avez des questions. Merci. Ce sont les séries que vous avez vues quand il s'agit de manger. Les séries ont fait beaucoup de bruit. On pourrait quand même les laisser filer pour manger. Mais je pense qu'on a eu de très belles questions. Il y a des questions très techniques qui relèvent de l'enseignement supérieur et pour lesquelles ma petite expérience dans l'enseignement supérieur va apporter une petite réponse et le ministre va donner l'argent sur ça. Un des intervenants a posé la possibilité, après l'UCEN, de s'inscrire à Dakar particulièrement. Je pense que c'est sous le magistère du professeur Marie-Tognan, on a parlé du principe d'égalité des universités, qu'elles soient publiques ou privées. Vous pouvez même venir d'une université privée, bien sûr avec l'accréditation de l'horizon par l'ARAC, et aller faire un master ailleurs, que ce soit à l'UGB, que ce soit à Ziguinchor, que ce soit à Dakar. Pour les procédures également, je rappelle qu'il y a un principe souvent que les étudiants oublient, le master pour tous n'existe pas. Là, je vous dis franchement, ça n'existe pas de master pour tous. Le master, entre la licence et le master, ce n'est pas un passage, ce n'est pas une admission, c'est pas un passage, c'est une admission. Le master, c'est un autre cycle qui est indépendant du cycle de licence. Il y a des critères posés pour pouvoir être admis en master. Et ça, les universités organisent ça. Vous pouvez avoir une université qui vous dit, pour être admis en master, il faut au moins 12 ou il faut une mention de master. Une université va avoir moins de critères. Donc ça peut varier d'une université à une autre. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes étudiant, mais appropriez-vous des décrets qui organisent la licence et le master.
Deux, également, je pense que maintenant les universités, la plupart ont des sites web. Vous allez sur le site de l'UQAP, vous pouvez avoir, c'est la pêche à l'information. Je reviens sur les principales questions qui, globalement, ont été adressées relativement à l'entrepreneuriat. Je vais d'abord partir d'une expérience personnelle. Bon, vous êtes, excusez-moi d'utiliser l'expression. Je m'étais cassé la gueule quand j'ai commencé à entreprendre, je vous le dis tout de suite. Au sortir de l'UGB, en tant que juriste, c'est vrai que comme prof l'a dit, on considérait, et c'était vrai, l'université Gaston Berger comme une université d'excellence. Disait que nous, en tant que salariés, quand on sort, les gens vont venir vers nous, c'est normal. Mais ce n'était pas ça la réalité du marché. Il fallait sortir. Après le diplôme de maîtrise, mes camarades et moi, qui étaient diplômés en droit, nous avons déposé à Dakar partout. Je me rappelle de nous déposer 27 demandes de stage. Dans l'époque, parce qu'on avait fait du droit privé, dans les cabinets d'avocats, on n'a eu aucune réponse. Aucune réponse. Peut-être c'est le dessin qui est venu. 27 demandes, aucune réponse. On s'est dit, ça va marcher. À un certain moment, on s'est dit, on va en vendre. On va créer quelque chose. Parce qu'on est des juristes, on peut quand même vendre nos services, prestations de services. On était 5. On a créé un cabinet qui s'appelait Sabna International Consulting, SIC. On l'a créé, et moins d'une semaine après sa création, nous avons eu la chance de travailler avec un cabinet international qui s'appelle KPMG. C'est l'un des meilleurs dans ce monde. Mais ils ont également une représentation à Dakar. Ils cherchaient justement un jeune cabinet qui voulait travailler sur la fiscalité pétrolière à Bissau. Nous avons saisi l'opportunité, donc le moment. On a travaillé avec eux. Je vais vous le dire, ce n'est pas un secret pour nous. Les étudiants diplômés qui venaient d'avoir un marché de 5 millions, comme ça, 5 millions de francs CFA. On était tout heureux. On fait que 5 millions de francs. Je vous le dis tout de suite, c'est une leçon personnelle. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que le voyage sur Bissau a été pris en charge par le cabinet, le séjour à l'hôtel et tout ça, on est venu sur Dakar. On a fait le travail, on a rendu les livrables. On a cherché un local. Je vous raconte pourquoi j'ai dit dès le début, on s'est cassé la gueule. On a cherché un local. On a dit, maintenant on est un cabinet, on a 5 millions avec nous, on va chercher un local. On a tous déménagé de chez nos parents pour vivre dans ce local, on est rentré chez nous le week-end. Le local se situe à Ouest Foire, à la cité Aïmas, juste derrière la Fédération sénégalaise de football. L'appartement nous coûtait 150 000 francs au mois. On a payé 3 mois d'avance et tout ça, on a équipé, on logeait une partie de l'appartement, l'autre partie on l'a transformé en bureau. On a équipé, suréquipé d'ailleurs. On a cherché une aide ménagère qui faisait la cuisine de tout. Entre guillemets, avec 5 millions, on était déjà des patrons. Et on ne cherchait pas de marché, parce qu'on pensait que l'argent allait venir encore. Mais il y avait des charges fixes qu'on oubliait. Il fallait payer le loyer, il fallait payer l'aide ménagère, il fallait payer l'électricité, l'internet, de tout. Et puis, on ne s'était pas préparé à ça. On n'avait pas des compétences entrepreneuriales, je vais le dire. 4 mois, 5 mois, 6 mois après, retard de loyer. Le bailleur nous a accueillis. Difficulté à payer la ménagère. On commençait maintenant à ne plus vivre là-bas, on commençait à rentrer chez eux et revenir. Aucun marché. Pendant 6-7 mois. On a décidé après de dire, écoutez, il faut qu'on arrête. Parce que, je vous dis, les 5 millions étaient déjà finis. On était très jeunes, on commençait une noce. Parce que Westphal étant pas loin de la plage de BCAO, comme ça, chaque 2 jours, soit on allait manger du poisson braisé là-bas. C'était je vous le dire, mais il y a le bien. Maintenant, on a couru le business. C'est pourquoi je vous dis, on ne perd jamais. Il faut apprendre de ses échecs. Il faut savoir échouer. C'est important. Il faut apprendre à échouer. On a tout laissé pour lui, écouter que chacun aille faire ce qu'il a à faire et on se reverra aujourd'hui. Chacun est parti. On a continué nos études jusqu'en DEA, en caisse, etc. Chacun a eu son quelque chose. J'ai eu la chance après d'être recruté par une ONG qui travaille sur des questions de paix, de conflit, de gender streaming, de fabrication de
qu'avec la fac de droit de Dakar avait mis en place un master en genre et consolidation de la paix. C'était une convention tripartite. Je travaillais là-bas. Et après, j'ai été recruté par l'Institut supérieur de développement local, une université privée spécialisée dans le développement local, que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 4 ans. Mais j'avais toujours dans ma tête l'idée que j'allais entreprendre un jour. Donc pendant 4 ans, j'ai dirigé une université privée, directeur académique, mais je me préparais. Comment? J'ai créé un réseau. Je cherchais, j'avais un portefeuille partenariat. Parce que, avec mes fonctions de directeur académique, je gérais également le partenariat, qu'il soit étatique ou non étatique. Je commençais à comprendre comment les choses se passent. Je commençais à apprendre comment rédiger une offre technique et financière. Je suis en train de parler de compétences d'aptitude. Je commençais à comprendre comment financièrement gérer quelque chose. Je commençais à mettre les choses de côté. J'ai démissionné de mon poste de directeur académique. Personne ne s'y attendait. Mon épouse, ma mère, mes collègues, qui étaient directeurs, un CDI, un gros bureau et tout ça, ma petite voiture du pouvoir. Je disais, je me sacrifie. C'est un peu. Plus que cela a un coût. Je commençais d'abord, avant de créer mon cabinet, à travailler pendant ce qui, pour moi, faisait des renforcements de capacité aux élus locaux, aux acteurs territoriaux et tout ça. 1 an, 2 ans, les gens commencent à parler de moi un petit peu. Commencent à en faire bref. Et je mets en place un petit cabinet qui s'appelle Conseil Stratégie de Développement Prospère. Et qui maintenant emploie 6 personnes, une petite équipe de 6 personnes, et qui travaille à temps plein. Moi, je suis dans les enseignements, globalement 30% de mon activité professionnelle est dédiée aux enseignements. Et tout le reste, je suis sur le terrain, la recherche de partenaires et l'équipe de travail. Mais je vous dis, pour le cadre entrepreneurial, la loi elle est claire. Vous allez à la fixe, normalement, en une journée, vous avez votre registre commercial. Vous voulez créer votre entreprise avec 24 000 francs, avec non commercial, vous le créez, ce n'est pas cher. Le problème, ce n'est pas de créer, c'est d'abord d'avoir un business plan. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, avec quoi? Est-ce qu'on a les moyens? Le professeur Marie-Claude disait tout à l'heure de procéder souvent à une petite épargne. 1500, 2000 francs mois, tout ce qu'on a, parce qu'on sait qu'au Sénégal, on a été étudiant, nos bourses ne nous appartiennent pas à 100%. Les partages avec les parents, parce que c'est par devoir, mais également tout l'humiliable. J'insiste, c'est d'abord d'avoir des compétences. Quelqu'un a dit, est-ce qu'il est possible d'abord de faire la licence? L'entrepreneuriat n'a pas forcément besoin de diplôme. De plusieurs raisons. Céline Bouk, président du groupe CCD, maire de Kaolack, il n'a pas un certificat d'études. Michou, je vais plus citer Cheikh Oumar Gueye, je vais plus citer d'autres qui ont appris, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il y a un avantage comparatif. Si moi je suis diplômé en zone technique, je suis diplômé en administration des affaires humaines, quelque chose comme ça, je peux travailler dans mon domaine, dans le domaine où je suis déjà connaisseur. C'est pourquoi je disais qu'il faut connaître vos filières, il faut connaître vos métiers. Vous êtes une université de métiers. Pour l'entreprendre, ça coûte presque 0 francs. Mais je ne suis pas de ceux qui vont vous dire je suis parti de 0 francs. Ça n'existe pas. Parce que même la correction est là au tout. Maintenant, après, il faut avoir des compétences en marketing. C'est-à-dire comment vendre le produit. Et après, c'est sacrifié. Ce sacrifié, ça veut dire quoi? Vous n'avez plus, vous, le droit de travailler comme un salarié par travail. Vous allez travailler 2 fois par an. Vous allez faire des nuits blanches, vous allez travailler les week-ends. Mais j'insiste et je répète encore une fois, l'État, et ça c'est à la décharge, l'État a mis le cadre légal. Vous pouvez créer une entreprise individuelle, vous pouvez créer un GIE, vous pouvez. Et peut-être de créer un groupe, je donne un exemple. Je pense qu'il y a 2 ans dans le cours de gestion de projet de développement ici. Moi, j'ai vu des étudiants qui ont eu à avoir des idées entrepreneuriales. Dans le cadre du cours, l'examen était un examen pratique, où il fallait que les étudiants élaborent un document de projet de développement. Et dans chaque groupe, il y avait des cas spécialisés, comme dev, ça, casse comme bon. C'était pour me dire qu'il était possible d'être dans l'interdisciplinarité. Donc je vais finir par là. C'est possible. Les anglo-saxons disent sky is the limit. Il n'y a pas de limite.
Et je finis par là. Si vous êtes croyant, n'ayez jamais peur, ne dites jamais que c'est impossible. Dire que c'est impossible, c'est même réduire Dieu à l'impossible. Et dire qu'il est possible. Donc, mais il faut entreprendre avec la raison. Il faut entreprendre avec la technique. Il faut savoir ce qu'on veut, comment on le veut. Je répète, il faut un document stratégique. Il faut un business plan. On va vous dire, voilà ce que je veux, voilà ma vision, voilà les objectifs que je me fixe, voilà la rentabilité prévue. Et vous le suivez. Et être rigoureux avec vous. C'est important d'être rigoureux avec vous. Parce que comme vous serez, c'est comme ça que votre entreprise sera. Si vous êtes très paresseux, vous aurez une entreprise paresseuse. Si vous n'êtes pas délégatif, si vous êtes un manager qui veut tout faire, vous risquez de ne rien faire. Faites confiance à la compétence. Pas avoir un parent qui n'est pas compétent. Et je finis par là également, il faut savoir dire non. Un entraîneur doit savoir dire non. À dire quoi? Je suis ami d'enfance avec Babacar, par exemple. Quand j'étais enfant, il m'aidait beaucoup, etc. Finalement, je suis devenu entraîneur. J'ai demandé un prêt à la banque veut me prêter 10 millions. Je passe voir Babacar, il faut au marché comme ça. Babacar me dit, comment ça va? Justement, Babacar, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de 2 millions. C'est urgent. Bon, je lui dis, écoute, je ne sais pas encore, parce que j'ai déjà quelque chose de bon. On va à la banque. Parce que j'ai un prêt. Et ce prêt, je dois qualifier quelque chose. Maintenant, c'est la question que je vais vous poser. Vous avez 10 millions que vous avez prévu d'investir. C'est urgent. Les 10 millions que vous avez prévu d'investir. Votre ami de 25 ans, de 30 ans, votre ami d'enfance, a un problème de 2 millions. Je pose la question. Vous avez 10 millions et dans les 10 millions, vous comptez payer des salaires. Vous comptez également faire un investissement qui sera rentable d'ici 2, 3 ou 6 mois. Parce que quand la banque, dès qu'elle vous prête, vous commencez à payer. Vous allez faire quoi? Vous allez tout de suite prêter les 2 millions, donc défalquer 2 millions des 10 millions et commencer avec les 8 millions. En n'étant pas sûr que votre ami est solvable pour vous payer les 2 millions. Vous allez faire quoi? Question. Vous allez prêter les 2 millions. Amis d'enfance, c'est qui vous a même souvent aidé quand vous n'avez pas de petit déjeuner. Vous n'avez pas la réponse? Professeur, je vous remercie. Merci vraiment Boubacar Bertrand Baldé pour ces réponses magnifiques. Moi je trouve qu'elles sont magnifiques parce qu'elles sont tirées d'une expérience vécue. Et vous voyez un exemple pratique que vous devez vous inspirer de cet exemple pour aussi réaliser votre propre expérience. Boubacar a parlé de l'orientation à l'ICAD et de manière générale de l'orientation et des conditions d'orientation, je n'y reviendrai pas, mais j'ajouterai juste, parce qu'au début de son exposé tout à l'heure, il vous avait exhorté à vous approprier le numérique et l'Internet. Je sais que vous vous amusez beaucoup avec WhatsApp, Facebook, etc., TikTok et tout ce qu'il y a sur la toile. Mais il faut vous amuser en apprenant et en l'utilisant pour vous orienter. Et il faut cela. Et vous le savez, on a la chance que... Alors, je mets toujours mal. Alors, vous avez la chance que toutes nos universités et institutions d'enseignement supérieur ont des sites web. Donc, vous pouvez faire une recherche Internet pour savoir les conditions d'accès à tel ou tel diplôme, dans telle ou telle filière, dans telle ou telle institution du Sénégal. Je crois que ça doit être un moment régulier dans votre calendrier mensuel. Et cela peut vous aider. De la même façon que vous regardez les opportunités à l'étranger, il faut regarder les opportunités au Sénégal. Parce qu'avec la création de l'ANEXU, l'Autorité nationale d'assurance qualité, nous avons désormais un espace national
d'enseignement supérieur. Ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2012. Chaque université décidait d'elle-même sans s'occuper des autres. Mais depuis lors, nous avons une instance unique qui accrédite les diplômes. Et quand elle les accrédite, c'est valable pour tout le monde. Donc, ceci est aussi une facilité. Mais il faut s'informer. L'information peut venir au sein de l'université, mais vous aussi, vous devez le faire. Alors, est-ce que l'UCN, ça c'est l'imam qui a posé la question, est-ce que l'UCN a été conçu trop précocement? J'aime beaucoup ta question. Parce que c'est un des problèmes que j'aborde souvent avec les étudiants, mais que j'aborde même avec d'autres qui ne sont pas des étudiants. Vous savez, quand vous attendez que toutes les conditions sont réunies pour créer quelque chose, vous n'allez pas la créer. Tous les grands défis ont été réalisés à des moments où les conditions matérielles n'étaient pas encore réunies. Les conditions subjectives l'ont été souvent, mais pas matérielles. Je vais vous donner un exemple que j'aime donner, et souvent j'aime le donner en conclusion. C'est le fameux discours du président John Fitzgerald Kennedy en 1962 à l'université Rice. C'est sa conclusion qui est importante. Lorsqu'il dit à l'Amérique entière, après que les Russes, à l'époque l'Union des républiques socialistes soviétiques, avaient réussi à mettre un satellite en orbite, Sputnik, avait réussi à mettre un homme en orbite, Yuri Gagarin, et que l'Amérique n'était même pas encore capable de mettre un satellite en orbite, il a dit au monde entier, avant la fin de cette décennie, l'Amérique fera marcher un homme sur la Lune. Et il dit quelque chose de très important. C'est un projet difficile. Parce que c'est ce qui est difficile qui mérite d'être réalisé. C'est aussi un projet qui va être réalisé. Et que l'Amérique n'attendra pas, ne reportera pas ce projet au lendemain. Vous retrouvez là une de nos mauvaises habitudes. Nous allons faire paix, que quand on va faire happy, mais mieux nous pas jam. Moi nous allons faire paix, nous ne nous pas aider. L'Oria pour le dit. Donc, il dit, ce projet, nous allons le réaliser. Et à l'époque, l'Amérique n'avait même pas un lanceur. Mais parce qu'ils ont choisi cette ambition, ils ont au fur et à mesure rassemblé tout ce qu'il fallait et ont fini par le réaliser avant la date fixée. Parce que c'est en 1969 que le premier homme a marché sur la Lune. Je le rappelle, parce que souvent dans nos pays en développement, on nous dit, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous n'avez pas les conditions. Refusez cela. On va réaliser des choses avec des bouts de ficelle. On va apprendre en les réalisant. Je pense que le modérateur l'a dit, Boubacar l'a dit, et c'est au fur et à mesure que tout se mettra en place. Et il faut refuser le mimétisme aussi de faire la même chose que les Occidentaux ont fait. Parce qu'ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont fait tous les pillages qu'il fallait pour en arriver là. Nous n'avons pas cette possibilité-là. Et eux-mêmes nous ont restreint les règles. Il y a aujourd'hui des choses qui ont été faites et que nous ne pouvons plus faire. Je vous reporte à Germinal, le Zola, le travail des enfants, le travail des femmes enceintes, la pollution de la rivière, etc., etc. Aujourd'hui, tout cela c'est interdit. L'utilisation massive du charbon.
Parce qu'on nous a dit que c'est le développement durable. Il faut éviter l'effet de serre. On a même mis des règles. Mais soyons très attentifs. Toutes ces règles qui étaient mises, la COP21 à Paris, qu'est-ce qui est arrivé? Avec la guerre de l'Ukraine-Russie, tout ce qui avait été prévu a été reporté. Parce que l'Occident fonctionne comme ça. On impose les règles aux autres pour qu'ils soient le moins compétitifs sur le marché. Et lorsque ces règles nous contraignent, on les lève. Le charbon était interdit, on l'a remis. Le nucléaire, on devait l'abandonner, il est revenu, etc. Donc il faut nous nier, il faut pinel. Pinel, ko enen ngandi ko jidden en pewnat ɗum ko mbawɗen ko ɗum woni pour la création d'entreprises, vous avez vos cours. Je pense que Boubacar nous a donné vraiment une expérience. Je n'ai rien à ajouter. J'ai juste à vous dire qu'il y a aussi une formation à l'entrepreneuriat qui vous est accessible aussi en enseignement à distance. C'est le PSIJ, le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, qui est géré par le professeur Aminata Sall Diallo. Et ce programme, c'est un programme d'1 an. Et sans doute une partie même, si vous choisissez les entreprises, l'entrepreneuriat dans les filières que vous faites, une partie de la formation même vous l'avez. Parce qu'une partie de cette formation, c'est l'acquisition de compétences techniques dans le domaine dans lequel vous voulez entreprendre. Donc ça va être facile et c'est fait en ligne. Vous pouvez en même temps faire votre licence ici et vous inscrire au PSEJ. Et cela vous aide aussi à entrer dans le monde de l'entreprise. Ok, donc le modérateur a parlé de Nabali. C'est un ami un peu. C'est lui qui m'a fait découvrir Sédhiou alors qu'il était jeune étudiant à l'UGB. Et il m'avait invité à venir donner une conférence au lycée Ikou Diallo de Sédhiou. Parce que c'est quelqu'un aussi de très entreprenant. Vraiment, et je le salue aussi, à côté du modérateur. Alors, quelle vraie définition d'une politique agricole? Vous voulez que je passe la journée? Parce que c'est une passion. Vous savez, quand j'ai été nommé recteur de l'UGB, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais faire comme recteur pour une université qui est dans la vallée du fleuve Sénégal? Quel projet je pouvais faire? J'ai été nommé le 11 janvier 2007 et au mois de mars 2007, j'ai présenté à l'Assemblée de l'université le projet que j'avais intitulé « L'excellence au service du développement ». Et c'est ce projet-là qui a donné la devise de l'UGB, parce que les étudiants s'en sont appropriés en le mettant dans le titre de leur mémoire. Et dans ce projet, j'ai pensé qu'il était important, étant une université dans la vallée du fleuve Sénégal, que l'UGB puisse développer l'agriculture. Et c'est cela qui m'a amené à la création de l'UFR S2ATA, l'UFR de sciences agronomiques, aquaculture et technologies agroalimentaires. Alors, quelle définition? Moi, je pense que quand vous me posez la question, je note ici une vision très bête et très simple, qui n'a rien de professionnel. Mais je pense que les gros spécialistes vont rigoler de ce que j'écris, et surtout les CRR seront contents que j'écrive ça. C'est faire du Sénégal un pays où la nourriture est produite localement et accessible à très faible prix.
Vous savez, là, ça arrange tout le monde, surtout les serrés. Parce que vraiment, au Sénégal, manger est difficile. D'abord, on ne produit pas tout et acheter à manger, c'est difficile. Vous êtes à Dakar, les gens, ils ont un repas par jour. Et ils le cuisinent, ils le mangent autour de 16 heures. Et le soir, vous avez un ami m'a dit, le soir, c'est le fast-food local. C'est le tchakri, c'est le ndambé, c'est le tchéré, c'est le fondé, etc. à 100 francs, 150 francs, parce qu'on n'a pas de moyens. Et le salon, il y a le salon, dit le modérateur. Donc, parce qu'un pays qui veut se développer, ses habitants doivent être sains du corps et de l'esprit évidemment. Mais du corps, il faut manger. Il faut s'alimenter, que l'alimentation soit facile. Ça ne coûte pas cher et pour cela, il faut la produire. Il y a des choses qu'on ne produira jamais parce que notre climat ne le permet pas. Le café, le cacao, c'est pas grave. Mais le keb, le mil, le maïs, le niébé, etc. Et le fognon, ainsi de suite. Ça, on va pouvoir le produire. Le lait, maintenant, je vous sors. Mais il y a des ça me surtout quand ça me dit là. Mais il y a des quelque chose. Alors, il y a quelque chose. Regarde quelque chose. On va voir là. Le kendo, c'est quand vous faites envoyer les sons. Du corps, il y a une pellicule, une belle pellicule jaunâtre et qui est magnifique. Moi j'aime bien ça. Quand je vais à Saint-Louis, j'achète des frais et moi-même je fais mon voyage. Je fais de façon. Donc, il faut que l'alimentation soit produite sur place, soit accessible, parce que c'est ça qui va permettre aussi le développement de l'industrie agroalimentaire et de toute la chaîne de valeur commodité. Et pour cela, je dis quelques éléments tout à l'heure, pour ne pas aller trop dans les détails. C'est l'eau. Le premier élément, c'est l'eau. L'accès 12 mois sur 12 à l'eau. L'autre élément, c'est la formation. Parce que pour être un agriculteur moderne, il faut utiliser les technologies modernes, y compris l'agriculture écologique, l'agriculture, l'agroécologie, etc. Il faut utiliser la science et la technologie. Et pour ça, il faut être formé. Former les jeunes, mais aussi former les agriculteurs qui existent déjà et qui ont une culture d'agroécologie. Mais il faut les renforcer avec les apports de la science et de la technologie. Il faut aussi développer la biotechnologie, qui est aussi un apport de la science et qui permet d'aller plus vite, etc. Il ne faut pas se priver de certaines choses en étant trop attentif à certains secteurs de l'Occident. Moi, je sais, il y en a, quand je vais dire un mot, il y en a qui vont sursauter ici. Les OGM. Moi, je ne suis pas contre les OGM. Pardon. Parce que personne n'a démontré que c'est mauvais. Personne. Aucun scientifique n'a démontré que c'est mauvais. Il n'y en a pas. Un pays où on mange le plus d'OGM, vous savez c'est quel pays? Les États-Unis. Plus de 70% de ce qu'on mange aux États-Unis, c'est des OGM. Ils ont une espérance de vie de 80 ans. Nous, Sénégal, on ne mange pas les OGM. On a une espérance de vie de 60 ans. Moi, j'ai une boutade. Comme je veux vivre longtemps, parce que on a une tradition dans notre famille de ne pas vivre longtemps. Hein? Donc, je préfère manger des OGM et vivre 80 ans. Et ne pas en manger et vivre
C'est pour dire simplement qu'il faut faire attention aux effets de montre. Il y a trop d'effets de montre qui reviennent, qui nous retombent dessus et qui font de nous des défenseurs de choses qui ne sont pas défendables. Il faut faire très attention à ça. Et surtout aux vidéos de, comment on les appelle encore, les fake news et tout ce monde-là qui vous présente des choses. Et quand vous prenez le temps d'aller sur Google ou d'aller dans une recherche documentaire, vous vous rendez compte que c'est tout faux. Il faut être très attentif. Donc, il faut utiliser la biotechnologie. Il faut aussi, dans certains secteurs, accompagner les familles. Voyez les pêcheurs. Les enfants des pêcheurs ont peu d'études avancées. Parce que c'est un secteur où on peut gagner de l'argent très jeune et les enfants abandonnent souvent les études au collège. Vous avez les enfants d'éleveurs. Là-bas, c'est un secteur où les enfants ont même la difficulté de démarrer l'école élémentaire. Il faut les former. Mais pour cela, il faut des enseignants spécifiques. Il faut créer les enseignants itinérants qui vont avec les éleveurs, qui vont avec les pêcheurs, pour que les enfants soient formés. Et il faut développer les centres de formation professionnelle dans tout le pays pour changer la vie. Le Maroc, c'est ce qu'ils ont fait. Quand le roi du Maroc a annoncé Maroc vert, dans tout ce qui est l'équivalent d'un département, il y a au moins un institut de formation agricole. C'est ça la révolution. Quelqu'un a parlé du développement de la gestion de l'insémination artificielle et des difficultés liées à cela. Oui, il y a des difficultés, mais si l'État veut inséminer toutes les 3 millions de vaches du Sénégal, et c'est une obligation d'une politique agricole, il faut mettre le capital humain en place. C'est-à-dire qu'il faut au moins dans chaque région du Sénégal qu'il y ait un centre de recherche avec un laboratoire équipé et former les infirmiers vétérinaires spécialisés dans l'insémination artificielle, former, comme ici à UCEM, des conseils ruraux spécialisés dans la gestion de ceci et de conseils aux éleveurs, etc. et former et mettre en place le dispositif technique pour la chaîne de froid, pour la conservation du lait, etc. Donc c'est un dispositif d'ensemble qu'il faut mettre en place. Je donne juste cette réflexion pour que vous voyez comment on peut résoudre ces questions-là. C'est la même chose que monter une nouvelle université. C'est la même chose. Il faut réfléchir sur tous les éléments et puis les mettre au fur et à mesure en place. Mais ce qui prime, c'est la volonté politique de le faire. Et ça, c'est fondamental. Alors, j'ai répondu à toutes ces questions, notre avocat a répondu. Alors, est-ce qu'il faut entreprendre de manière précoce? Je pense qu'il n'y a pas de règle. Ça dépend de vous et de votre volonté. Moi, j'ai vu un jeune entreprendre alors qu'il était en première année. Parce qu'il avait je suis sûr, quand je vais citer le nom, vous le connaissez. Je vais vous raconter cette histoire. C'est un jeune. Il a fait le bac avec mon neveu, le fils de ma grande sœur, le fils aîné de ma grande sœur. Quand il a été orienté à l'UGB, ils ont fait leur licence, leur bac à l'lycée du Mamoulaye. Quand il a été orienté à Saint-Louis, mon neveu lui a donné une lettre pour que je sois son tuteur. Et il est venu chez moi, et ainsi de suite. Alors, quand il a reçu son gros lot, je lui ai ouvert un compte à la poste, un compte bancaire. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait mal. Et ensuite, il venait à Dakar, il achetait des pantalons jeans qu'il revendait au campus. Petit à petit,
quand il était arrivé en maîtrise, parce qu'à l'époque c'était la maîtrise qui correspond au M1, quand il est arrivé en maîtrise, maintenant c'est des camions d'oignons qu'il achetait, qu'il envoyait à Dakar à sa maman pour les vendre au marché. Il a fait ça. Et ensuite, il a été à International Center of Theoretical Physics où il a fait le diplôme. J'ai co-encadré avec le professeur Ivar Ekland de sa thèse de doctorat. Et ce jeune homme, après, il a été vice-président de la Banque suisse en Angleterre. Aujourd'hui, c'est le vice-président de la Banque d'investissement de la CEDEAO. C'est Mabou Diagne. Donc, ça dépend de votre volonté. Vous savez, votre volonté, ne la sous-estimez pas. Ne la sous-estimez pas. Dieu, comme il l'a dit, Dieu nous a donné tout. Dieu nous a donné tout. C'est nous qui pouvons être, comme on dit, pas à la hauteur. Parce qu'on n'a pas confiance en nous. Parce qu'on n'a pas une ambition. Parce qu'il y avait où nous sommes. Parce que l'homme, on l'apprend souvent à l'école coranique. À l'école coranique, on vous apprend l'humilité. On vous apprend à être fatigué. On vous apprend même parfois à ne pas manger. Pour que demain vous soyez résilient. Et c'est en cela que les Bawol sont forts. Parce qu'ils s'adaptent pas. Ils sentent les affaires et ils s'adaptent. Et c'est la même chose que les Pël-Fouta. Aujourd'hui, les Pël-Fouta sont en train de prendre le pouvoir dans les affaires à Dakar. Dans l'immobilier, dans l'alimentation, dans beaucoup de choses. Et aussi le transport modérateur. Parce qu'il faut regarder la culture qu'ont les gens.